Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire qu'on organise avec Rocket Chart, où on va vous parler de la gestion de trésorerie, comment gérer au mieux sa trésorerie, bien s'équiper en outils et bien planifier tout cela. Il est 11h30, on va attendre encore une petite minute pour être sûr que les derniers retardataires puissent se connecter. On précise que ce webinaire est enregistré, ce qui nous permettra de vous renvoyer le lien pour y assister et réassister si vous le souhaitez. Il y a également sur le côté des onglets chat et questions où vous pouvez poser vos questions. On essaiera d'y répondre à la volée si on peut avec Philippe. Sinon, on reviendra dessus en fin de webinaire pour essayer de vous apporter des éclairages s'il y a des questions. Voilà, donc je propose qu'on attende encore une petite minute avant de commencer avec Philippe et de lancer ce webinaire. Yes, parfait. Du coup, vous nous entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut répondre dans le chat juste pour confirmer qu'on nous entend bien? Yes, parfait. Merci Terence. Ok. Salut Mickaël. Ok, top. Merci d'avoir précisé que c'était good. On va attendre encore un peu. Bon, je propose qu'on y aille, qu'on commence. Donc encore une fois, merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire. Le sujet du jour, effectivement, est de parler avec Philippe de Rocket Chart de la gestion de la trésorerie, de comment, avec des outils simples, on peut préparer, travailler sa trésorerie et derrière, d'essayer de l'optimiser notamment il peut y avoir des sujets d'excédent qui apparaissent dans une première analyse. Donc pour ce webinaire, je suis accompagné de Philippe van der Stiegel, qui est le cofondateur de Rocket Chart. Philippe, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, bonjour à tous. Merci Thomas et Panda pour l'invitation. Donc je m'appelle Philippe, je suis le cofondateur de Rocket Chart. C'est une solution de gestion de trésorerie simple, visuelle et automatisée à destination des entreprises, principalement de 2 à 20 salariés. En tout cas, la majorité de nos clients sont dans ce range-là en termes de taille. Et l'idée, c'est de vraiment proposer un outil qui va vous permettre de vous aider à mieux gérer votre trésorerie et à gagner du temps. Merci Philippe. Moi, je suis donc Thomas Forest, le cofondateur de Pandat Finance. Pandat, rapidement, c'est le courtier expert sur les placements de trésorerie pour les TPE, PME. On travaille avec plus d'une centaine de partenaires et nos clients ont placé par notre intermédiaire plus de 50 milliards d'euros et on essaye d'aider au mieux nos clients pour trouver les solutions de placement les plus simples, les plus rémunératrices en fonction de leurs problématiques et de leurs contraintes. Donc aujourd'hui, le programme du webinaire qui va durer environ une demi-heure est d'effectivement traiter de la gestion de trésorerie, des difficultés, des avantages qu'on peut tirer de la gestion de la trésorerie. On va vous parler, Philippe, plus spécifiquement effectivement comment gérer sa trésorerie grâce à des outils qui nous permettent d'automatiser beaucoup de tâches qui peuvent peut-être parfois être un peu fastidieux, mais qui font du sens, puisque derrière, ça nous permet de dégager des tendances sur ces positions de cash notamment. Et puis en fonction de ça, on essaiera de regarder aussi, lorsque des clients peuvent avoir un peu d'excédent de trésorerie, les solutions d'optimisation qui peuvent exister, les best practices que peuvent faire un petit peu les TPE, PME, avec un retour d'expérience de nous, ce qu'on voit aussi sur le marché. Et on finira par une petite session de questions-réponses pour essayer d'apporter des précisions si vous avez des questions. Voilà. Philippe, je te propose de commencer, de nous parler un petit effectivement de la gestion de trésorerie, des difficultés et des avantages. Yes, merci Thomas. Alors, du coup, le mot trésorerie fait un peu peur. C'est souvent la bête noire des dirigeants, parce qu'on sait tous que c'est le poumon de l'entreprise, que c'est essentiel. Et on l'associe souvent au mot laborieux, chronophage. On ne sait pas trop comment les autres dirigeants ou les responsables financiers peuvent faire pour gérer plus efficacement leur trésorerie. Et en fait, du coup, pour les entreprises qui sont pas équipées d'un outil dédié, donc c'est le métier vraiment de gérer la trésor, souvent on utilise un tableur Excel, c'est souvent la référence.
On a tous en tête nos bons vieux tableaux Excel de Trésor. C'est super Excel parce que c'est très personnalisable, c'est très malléable, on peut faire vraiment tout dessus. On peut l'adapter parfaitement à notre activité, mais c'est très manuel à utiliser et à mettre à jour. C'est-à-dire que du coup, pour avoir une vue fiable de sa trésor, il est nécessaire de dépenser beaucoup de temps et de l'énergie pour le tenir à jour. Et ce temps et cette énergie pourraient être réinvestis ailleurs, dans l'analyse des chiffres, dans la compréhension de la data et dans la prise de décision, par exemple. Rien que ça. Et en fait aussi, puisque du coup, ça prend du temps, bien souvent, on finit par déléguer cette tâche, donc que ce soit évidemment en recrutant un responsable financier ou bien un assistant de direction. Et encore une fois, le travail qui est fait est manuel et redondant, alors qu'on peut l'automatiser en partie. Et puisque du coup, d'ailleurs, c'est manuel, on a tous en tête des formules qui ont déjà pété sur notre fichier Excel. Donc, il y a des risques d'erreurs de saisie qui sont pas du tout négligeables. Comme en plus, parfois, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le même outil, le même fichier. Et enfin, du coup, qui dit trésorerie dit analyse. Il faut donc mettre en forme des graphiques qui soient clairs, lisibles, afin d'effectuer rapidement des prises de décision, pouvoir s'appuyer en un coup d'œil sur les données pour faire le meilleur choix. Et c'est pas toujours simple avec Excel et avec toutes ces lignes et colonnes qui sont les unes en dessous des autres. Et résoudre ce problème de la gestion de trésorerie, c'est super important pour les TPE-PME. Parce que grâce à une bonne visibilité et avec des données fiables, vous pouvez prendre des décisions rapidement et dans l'immédiat. Vous pouvez du coup anticiper. Vous avez un temps d'avance. Il n'y a pas besoin de passer 3 heures à mettre à jour ces tableaux avant de prendre sa décision. Là, si le tableau est tenu à jour en continu, vous avez immédiatement l'information. Avec une bonne prévision, en gros, l'entreprise, vous allez pouvoir décider de placer votre trésorerie, par exemple. Thomas va vous montrer, vous expliquer comment faire concrètement et quelles sont les différentes solutions qui peuvent exister. Ça, vous verrez ça dans quelques minutes. Et avec une vision du coup à jour de votre trésor, vous pouvez identifier des opportunités pour développer l'activité. Chez Rocketchart, on est convaincu vraiment que bien anticiper sa trésor, c'est un énorme levier pour après développer l'entreprise. Il se cache en gros d'importants leviers de croissance finalement dans la trésorerie. Et pour cela, l'utilisation de scénarios peut être intéressant. Par exemple, vous avez un excédent de trésorerie dans les 6 mois à venir, on peut tout à fait simuler un investissement marketing en Facebook Ads, par exemple, ou le recrutement d'un freelance pour vous soulager sur une partie de tâches qui pourraient être administratives, afin que vous, en tant que dirigeant, vous puissiez, par exemple, vous avancer sur un nouveau projet de développement. Donc, vraiment, la trésorerie, pour nous, c'est un énorme levier. Donc, évidemment, d'aide à la décision pour prendre des décisions s'il y a un problème de trésorerie à venir, mais surtout pour développer l'activité. Et évidemment, aujourd'hui, exporter ses relevés bancaires, classer ses flux à la main, pointer les factures, mettre à jour son prévisionnel, comparer son réalisé versus son budget, tout ça, en fait, ça peut être automatisé en partie, comme j'expliquais avant, pour gagner du temps et avoir une vue tout le temps à jour. Et en plus, offrir une meilleure lisibilité. C'est pratique quand on doit dialoguer avec un partenaire financier ou avec un conseiller bancaire, quand les données sont directement à jour et qu'on a un dashboard qui est propre. Et du coup, c'est exactement pour ça qu'on a créé donc Rocketchart. Rapidement, c'est une solution SaaS de gestion de budget de trésorerie, de gestion de trésorerie, qu'on a voulu rendre le plus simple, visuel et automatisé possible. Globalement, nos clients ils gagnent du temps et de la visibilité avec l'outil. Et donc, je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Ce sera beaucoup plus parlant plutôt que de faire des longs discours. Donc, je vais vous partager rapidement mon écran et on va faire 2-3 use cases. Hop, partager. Est-ce que du coup, Thomas, tu me confirmes que vous voyez mon écran? Ouais. Ok. Parfait. Top. Donc là, on est sur Rocketchart. Comme j'expliquais, vraiment, on a essayé de faire quelque chose qui soit le plus visuel possible, avec lequel on a directement l'information disponible quasiment immédiatement, ou alors très facilement, avec des indicateurs très clés. La première étape qui pouvait être réverbative auparavant, c'était de réussir à maintenir à jour son tableau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer son relevé bancaire pour voir ce qui s'est réellement passé à l'instant T et dans son historique. Et en fait, pour automatiser cette partie-là, on s'est branché directement aux banques. C'est-à-dire que dans l'outil, vous pouvez synchroniser votre ou vos comptes bancaires
et afin d'avoir du coup une vue consolidée de la trésor et synchroniser matin, midi et soir toutes vos écritures. Ainsi, vous avez toujours votre suivi, toujours votre trésorerie à jour à l'instant T. Et donc ici sur votre dashboard, sur la période, là j'affiche de avril 2021 à décembre 2021. Vous pouvez évidemment afficher la période que vous voulez. Ici, vous avez du coup votre réalisé de trésorerie avec la position de cash au début et fin de mois, et puis les encaissements en vert et les décaissements en rouge. Donc tout ça sur une vue mensuelle. Une fois qu'on a branché ces relevés bancaires, c'est bien. Maintenant, on va pouvoir aller plus loin et classer les flux afin de générer un tableau de trésorerie et de venir mapper les catégories. Et donc, pour cela, vous pouvez créer vos propres catégories analytiques dans l'outil. Et je parle bien de catégories analytiques et non pas de catégories comptables, parce que aujourd'hui, enfin en tout cas, quand on a échangé avec nos premiers utilisateurs à l'époque, il y a maintenant un an et demi, ils ne comprenaient pas le discours de leur comptable, de leur expert comptable, parce que ce n'était pas parlant pour eux. Les catégories comptables n'étaient pas assez parlantes. Et donc, ce qui est très important de faire, c'est d'avoir des catégories qui reflètent votre activité. Et donc, pour cela, vous avez complètement la main pour gérer et vos catégories d'entrée et vos catégories de sortie. Vous pouvez avoir la granularité que vous voulez. Soit vous pouvez raisonner uniquement en grosse masse, soit ici, par exemple, voilà, il y a un exemple ici, vous pouvez détailler la liste des fournisseurs que vous utilisez en sous-catégories, du coup. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun et à la granularité qu'il souhaite sur son pilotage. Nous, on conseille, comme l'outil automatisé en fait et qui fait gagner du temps, on recommande à nos clients en fait d'avoir une granularité assez fine parce qu'ils peuvent se le permettre. Comme la catégorisation derrière, je vais vous montrer automatique, vous n'allez pas perdre du temps si vous faites quelque chose de trop granulaire. Mais au moins, vous aurez un pilotage plus fin. Et c'est l'intérêt de Rocketchart, du coup, c'est de pouvoir vous offrir un pilotage qui soit le plus fin possible sans vous faire perdre de temps. Donc, une fois que vous avez connecté les banques et créé vos catégories, vous allez pouvoir classer vos flux. Donc, je vais dans les sorties et dans les décaissements. Et ici, c'est les lignes du relevé bancaire qui sont directement synchronisées. Et donc, vous pouvez, à chaque transaction, assigner une catégorie, on retrouve les catégories qu'on a créées tout à l'heure. Et notre algorithme apprend de ce que vous faites. Et automatiquement, vos nouvelles opérations arrivent dans Rocketchart avec une catégorie qui est préassignée. Évidemment, l'algorithme n'est pas à 100% performance. Il y a des libellés qu'on n'a jamais vus auparavant. Il va falloir retravailler la catégorie et préciser pour que la prochaine fois, il puisse la classer. Il y a toujours des cas un peu particuliers. Et donc, vous avez toujours la main ici dans à valider pour modifier la catégorie si besoin. Et puis la valider derrière. Vous pouvez également associer un document si vous le souhaitez. Et puis rapprocher une échéance de facture également. C'est en version test encore, cette partie-là. Et donc, l'intérêt d'avoir cette synchronisation bancaire et la catégorisation automatique, c'est que tout votre tableau réalisé de trésorerie est généré automatiquement. Ici, je suis sous mon dashboard, sous mon graphique, j'ai mon tableau réalisé avec mes catégories que je peux déplier si j'ai envie pour aller voir le détail, et j'ai directement mon tableau de trésorerie qui est généré automatiquement ici, que vous pouvez exporter si vous le souhaitez. Si par exemple, vous vous rendez compte que vous avez explosé un budget marketing, que vous avez fait énormément de dépenses en marketing, eh bien, il est tout à fait possible derrière d'aller vous dire, OK, je vais aller regarder dans mes transactions, filtrer toutes mes dépenses marketing pour le mois disons le mois d'avril par exemple, et je vois l'ensemble de mes dépenses marketing sur le mois d'avril. Et ça va permettre d'aller creuser dans les transactions, comprendre pourquoi est-ce que vous avez exploser votre budget ou réaliser énormément de dépenses. Vous pouvez aussi rechercher directement dans les libellés si vous souhaitez, afin d'aller faire une recherche sur une transaction particulière, sur un fournisseur particulier ou un client particulier. Par exemple, je vais regarder Crisp ici. J'ai directement mes transactions Crisp qui s'affichent ici. On va faire la recherche sur le libellé. Donc, c'est pratique pour aller en fait étudier finalement les raisons qui font qu'on a un problème de trésorerie ou qu'on a explosé un budget. Il y a également une brique analytique rapide qui est que je peux vous montrer rapidement, qui permet de voir l'évolution des dépenses. Et comme on a créé des catégories analytiques et non pas comptables, eh bien, elles sont censées refléter l'activité de l'entreprise. Et donc là, on voit les dépenses par pôle, par exemple, et leur évolution dans le temps. Ce qui permet de se rendre compte un peu de combien coûte le pôle marketing, combien coûte le pôle commercial, combien coûte le pôle IT, infrastructure. Donc ça, c'est bien. On a la vue du réalisé qui est automatiquement synchronisé et géré pour vous. Tout le suivi va se faire tout seul. Derrière, ce qu'on voit en hachuré ici, c'est les factures de vente et d'achat. Alors, on est en testing là-dessus pour l'instant. Cet été, on a
On a fait des tests, on l'a déployé sur la plateforme et ensuite on a récupéré des feedbacks et là on est en train de faire des modifications pour que ce soit beaucoup plus simple à utiliser pour nos clients et utilisateurs. Globalement, vous pouvez synchroniser un logiciel de facturation, par exemple celle-ci, et automatiquement, on va venir synchroniser. Donc là, je vais voir les entrées et les factures de vente et on synchronise automatiquement les factures qui sont ouvertes dans votre logiciel de facturation, dans votre ERP, celle-ci, avec le détail des factures. Si il y a plusieurs taux de TVA, évidemment, c'est synchronisé directement dans l'outil. Et ce qui est important, c'est que vous avez une date d'échéance ici, qui est la date d'échéance de la facture, mais vous pouvez préciser une date de paiement attendue. C'est-à-dire que, évidemment, votre client ne va pas forcément vous payer à la date d'échéance, malheureusement. Dans le meilleur des mondes, si, mais ça arrive souvent qu'il y a un décalage par rapport à un retard. Pareil pour vos fournisseurs. On a la même chose dans l'onglet fournisseurs. Vous pouvez aussi avancer ou décaler le paiement d'un fournisseur. Et vous avez complètement la main et la granularité pour le faire sur chaque facture. C'est-à-dire que du coup, je peux modifier finalement les dates, non pas au 14 novembre, mais plutôt fin novembre. Ce client-là me paiera. Et donc, automatiquement, ça vient projeter ici vos prévisions d'encaissement et de décaissement liées à vos factures. Donc, en assuré, là, jusqu'à la fin de l'année. Donc ça permet de faire communiquer les outils entre eux, cette intégration, afin d'éviter des copier-coller. Et enfin, le dernier step de pilotage, qui est également intéressant, c'est cette notion de budget. Donc, vous pouvez créer un tableau, un budget de trésorerie en créant un nouveau scénario. Et pour chacun de vos postes de dépenses et d'entrée, soit en grosse masse sur les catégories principales, soit vous pouvez aller le faire carrément sur les sous-catégories si vous le souhaitez. Vous pouvez rentrer un budget donc mensuel afin de fixer ça permet de fixer sa feuille de route globalement sur l'année. Les budgets de trésorerie sont généralement faits en fin d'année pour l'année suivante ou bien en début d'année. Et puis sont revus à jour peut-être au mieux une fois par mois, au pire tous les 6 mois. En tout cas, ça permet de se donner une feuille de route. Et derrière, on peut l'afficher ici. Donc là, j'affiche mon budget de trésorerie qui correspond à celui-ci que j'ai créé en bas. Et je vois ici entrer un peu plus léger avec les jauges horizontales, le budget de trésorerie que je me suis fixé, les objectifs que je me suis fixés sur l'année à venir. Et donc, je peux voir ma position en termes de ce qui a été facturé, ce qui est engagé en facturation par rapport à ce que j'ai prévu initialement dans mon budget. Et puis, évidemment, avec le réalisé, je vois ma jauge ici de réaliser qui progressivement vient compléter ma prévision. Ce qui est intéressant avec cette notion-là de budget, c'est que ça définit votre feuille de route, mais ce qu'il faut faire derrière, c'est évidemment comparer son réalisé versus son budget. Vous avez un petit switcher ici qui permet de comparer ce qui s'est réellement passé par rapport à ce que vous aviez budgété initialement. Et pour chaque mois, vous allez pouvoir voir si est-ce que, là, par exemple, au mois d'avril, on voit qu'il y a eu 2 fois plus de dépenses que ce qui était budgété. Au niveau des encaissements, il y a eu un peu plus d'encaissements que prévu. Là, au mois d'août, en revanche, on a été un peu en dessous des prévisions en termes d'encaissement et de dépenses. Et donc après, il s'agira d'aller creuser dans le tableau, en dessous, pour chaque mois. Donc en l'occurrence, on vient de faire le use case pour le mois d'août. Je vais regarder mon mois d'août ici. Je vois que j'ai ma colonne budget, donc c'est ce que j'ai budgété initialement. Et j'ai ma colonne réalisée qui vient se mapper automatiquement avec le réalisé bancaire. Et donc, je vois effectivement ici, je vais déplier la catégorie, que certes, j'ai encaissé un peu plus que prévu sur ma catégorie abonnement. En revanche, dans ce que j'avais prévu en termes de consulting, j'ai rien encaissé du tout. Donc, c'est de là qu'est dû l'écart entre ce que j'avais budgété initialement et ce qui s'est réellement passé. Et vous pouvez évidemment faire plusieurs scénarios, c'est-à-dire que si vous voyez que vous avez un trop-plein de trésorerie, vous avez de la trésorerie disponible dans les prochains mois, vous pouvez tout à fait dupliquer votre budget initial, ça va aller copier-coller votre tableau et puis faire une nouvelle hypothèse, par exemple un investissement dans Facebook Ads, dans votre catégorie Facebook Ads, afin de voir qu'est-ce que ça va donner d'un point de vue trésorerie, est-ce que ça passerait de faire cet investissement-là. Et vous pouvez également, si vous voyez que vous avez beaucoup de trésorerie dans les mois à venir qui est disponible, placer votre trésorerie excédentaire. Et donc ça, du coup, je vais laisser Thomas vous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne. Merci Philippe pour la présentation de la gestion de la trésorerie. Effectivement, cette étape est cruciale, notamment si on veut chercher à optimiser sa trésorerie, de faire effectivement les projections qui sont toujours un exercice pas facile où on a besoin d'aide pour se dire dans le fond est-ce que j'ai besoin de cash ou au contraire est-ce que je sais que j'ai des excédents et je peux réfléchir à une stratégie de placement. Tout d'abord on peut se poser la première question de savoir pourquoi on peut placer, pourquoi on doit placer peut-être même.
La première chose, c'est on est toujours en tant que dirigeant ou directeur financier à la recherche d'optimisation et ne pas laisser dormir son agent reste une façon d'optimiser la fonction, la partie finance. C'est toujours important effectivement d'avoir ces outils et de réfléchir à comment ne pas faire dormir son argent. Profiter d'opportunités, effectivement aussi quelque chose d'important lorsqu'on voit passer des opportunités et qu'on a vu qu'on avait la capacité financière de les saisir. C'est important effectivement de se dire bon voilà, j'ai du cash, je sais que j'ai une opportunité, je peux en toute confiance y aller parce que mon plan de trésorerie me montre que j'ai un fonds de cul qui va me permettre d'être tranquille sur cette partie-là. Mettre à l'abri son argent tout en restant disponible. Il y a deux sujets là. Il y a le sujet peut-être de la fraude qui est de plus en plus important et finalement faire un placement, c'est une façon de mettre son argent un peu plus en sécurité. Ça complexifie la tâche des fraudeurs. Lorsqu'on a fait un compte à terme, c'est plus compliqué. Il y a déjà un préavis de 32 jours pour récupérer ses fonds, donc ça sécurise un petit peu le cash. Il est mis de côté, il est pas sur le compte courant. C'est plus difficile d'aller le chercher ou s'il est placé sur d'autres supports. Et puis, on parlera un petit peu des taux tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans un environnement de taux extrêmement bas, négatif même sur les marchés. Et en Allemagne, au Danemark, en Suisse, les taux, les rendements des comptes courants sont négatifs pour les clients, pour certains clients, dès 16 000 euros au Danemark, dès 100 000 euros en Allemagne. Et c'est pas une vue de l'esprit de se dire que ça pourrait arriver en France. Faire ces placements sur des comptes à terme, par exemple, le produit le plus simple, ou sur d'autres supports, permet de se mettre à l'abri et de ne pas avoir la discussion avec son banquier qui nous dit voilà, l'argent me coûte, je suis obligé de vous refacturer le cash que vous déposez sur votre compte courant. C'est également aussi la possibilité de prendre date sur certains produits. C'est un petit peu comme dans l'assurance vie pour les particuliers où on prend date vis-à-vis de la fiscalité. Il y a certains produits qui ont des conditions de sortie qui s'améliorent avec le temps. Eh bien, en fait, entrer au plus tôt et ne pas décaler la décision d'investir permet finalement de se ménager une plus grande souplesse par la suite lorsqu'on aura besoin peut-être de cash. Et prendre date reste toujours un sujet qui peut être important. Je le disais, donc aujourd'hui, dans un contexte de taux très très bas, donc un rapide point sur ce contexte-là et pourquoi effectivement aujourd'hui les banques peut-être ne vous proposent pas ou vous proposent des conditions qui vous semblent très dégradées, mais qui finalement reflètent une réalité qui est aujourd'hui. Les banques ont des excédents de dépôt. Malgré la crise, aujourd'hui, par exemple, les PGE ne sont pas utilisés et dorment sur les comptes bancaires majoritairement. Et ces excédents de dépôt qu'a la banque, elle a du mal à les prêter à l'économie par manque de projets, notamment. Pas toujours. C'est pas forcément que la banque ne souhaite pas prêter, mais c'est que parfois elle ne trouve pas forcément des projets. Et aujourd'hui, réglementairement, principalement, ces excédents de dépôt, donc elle ne prête pas, elle va être obligée presque de les placer à la Banque centrale. Et la Banque centrale, aujourd'hui, au jour le jour, taxe les banques sur ces excédents à moins 0,50. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous laissez 1 euro supplémentaire sur votre compte bancaire, souvent la banque va devoir mettre 7 euros à la Banque centrale à moins 0,50 ou acheter des obligations d'État qui aujourd'hui, sur 10 ans, l'obligation d'État française est à zéro quasiment. Et tout ça pèse forcément sur les conditions de taux qu'on peut voir. Aujourd'hui, même s'il y a une prévision d'inflation qui est de 1,50 prévue par la BCE pour cette année, on voit bien que les taux sont très très bas. Le Ribor 12 mois, qui représente le taux moyen auquel se prêtent les banques à 12 mois, est très négatif, à moins 0,48, presque moins 50. Et même parfois, des banques se prêtent en dessous des moins 0,50 de la BCE. Les OAT, donc le taux auquel emprunte l'État français, alors c'est une bonne nouvelle pour nous qui payons des impôts, mais elle emprunte à 0 sur 10 ans et sur les durées plus courtes à taux négatif, sur 30 ans à 0,81, c'est très peu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les opportunités de placement, notamment les plus sécurisées comme celles qui sont représentées par les comptes à terme, à 1 an, on arrive à avoir du 0,20, ce qui est un très bon taux, mais ce qui peut-être facilement peut paraître bas. Donc c'est toujours intéressant d'avoir en tête ce contexte de taux.
font nos clients et nous, ce qu'on voit sur comment optimiser leur placement. Déjà, le premier sujet, et ça reprend le premier point de Philippe, c'est de faire un état sur sa situation de trésorerie. Et chaque entreprise étant différente, elles vont être à des stades de maturité différents. Les entreprises en croissance sont peut-être en train de constituer de la trésorerie. Peut-être qu'au début, elles le creusent. Et donc, elles vont aller chercher des solutions finalement très simples, très liquides, parce qu'elles ont une vision courte de ce qu'elles peuvent faire. Et petit à petit, peut-être qu'avec la croissance arrivant et la construction d'une trésorerie, elles vont peut-être être en capacité d'aller sur des placements un peu plus rémunérateurs, un peu plus long terme, comme des comptes à terme dans un premier temps, ou d'autres sujets. On a aussi le cas d'entreprises plus matures qui, finalement, on a un historique de plusieurs années, ont réussi à construire une trésorerie très stable sur laquelle elles savent pouvoir s'appuyer parce que finalement, elles maîtrisent leur business. Même si elles ont des projets d'investissement, elles sont très confiantes dans leur capacité d'investir sur des produits qui sont plus rémunérateurs, peut-être un peu moins liquides, peut-être un peu plus dynamiques, donc prenant un peu plus de risques, mais qui sur la durée seront rémunérateurs. Et puis avec une partie plus haute, où finalement elles auront toujours un volant de trésorerie dont elles auront besoin au jour le jour. Donc les comptes courants sont une solution adéquate pour ça. Les holdings aussi peuvent avoir ce type de réflexion, puisqu'on approche finalement de logique un peu plus patrimoniale, puisque effectivement les holdings récupérant des dividendes et le cash ne devant pas être réutilisé avant un moment, peuvent avoir ce type de problématique. Les questions qu'il faut vraiment se poser avant d'aller regarder les solutions de placement, nous on identifie surtout 3 questions. La première, qui nous semble la plus importante, c'est effectivement le besoin de liquidité. Est-ce que je n'ai pas besoin de l'argent que je vais placer avant un moment long et j'ai une trésorerie stable et là je peux aller chercher des produits plus dynamiques, peut-être moins liquides, ou au contraire, je n'ai pas cette visibilité, je dois pouvoir faire face à des imprévus. Je peux piloter ma trésorerie à quelques mois. J'ai des horizons de placement indéterminés, mais dans le fond, je ne sais pas. Je sais que j'ai un investissement fort à venir et je ne sais pas très bien quand est-ce qu'il arrivera, dans 3 mois, dans 6 mois. Et donc, ce sujet-là va être très discriminant dans le choix des produits bancaires, type dépôt bancaire, compte à terme, compte courant, ou alors des produits plus dynamiques, type immobilier, voire produits structurés. Le deuxième sujet, c'est la durée de placement. Donc, est-ce que je sais que je vais devoir dépenser mon argent dans quelques mois ou dans moins d'un an? Et là, finalement, on ne va pas aller chercher des produits qui m'offrent une liquidité très dégradée. Ou au contraire, j'ai la volonté de placer cet argent sur 2-5 ans, 5-10 ans, et là, je peux aller sur des produits qui sont peut-être plus rémunérateurs et avec des capacités de rendement qui vont être de 3 à 4, 5% sur des produits immobiliers, voire sur des produits structurés qui vont aller chercher à capter le dynamisme des marchés pour aller des rendements à 6, 8, 10%. Suivant ce qu'on cherche. Et le dernier point, c'est qui dit rendement, dit risque. On parle du fameux couple rendement-risque. Il faut toujours avoir conscience que lorsqu'il y a un rendement, il y a forcément un risque qui peut être petit. Et là, il faut être à l'aise avec sa capacité à accepter ou non un risque, à le comprendre et à le monitorer dans le temps. Donc ça, c'est vraiment très important, notamment lorsqu'on veut faire, par exemple, des produits structurés. C'est d'être à l'aise avec le risque qu'on va prendre, savoir le suivre, mais par contre aussi d'être exigeant sur les rendements qu'on veut aller chercher, puisque c'est vraiment toujours très très corrélé. On a fait un petit tableau pour synthétiser un petit peu tout ça en fonction des. Lorsqu'on a fait ce premier travail de se poser ces 3 premières questions, sur la partie la plus courte, la plus liquide, la plus sécurisée. Aujourd'hui, le produit vraiment le plus adéquat pour les entreprises reste le compte courant. Alors, on a dit compte courant rémunéré. C'est de moins en moins vrai. Hein. Aujourd'hui, les banques proposent de moins en moins de rémunération. J'ai envie de dire que lorsque le taux est à moins 50 à la Banque centrale, on est rémunéré à 0. On fait souvent l'analogie entre les degrés Celsius et degrés Kelvin. Le 0 absolu étant le moins 50 de la BCE. Et donc, ça, c'est le produit qui reste vraiment le plus liquide, disponible au jour le jour, le plus sécurisé, garanti par la banque, mais par contre qui offre effectivement
facialement le moins de rendement. On arrive parfois à avoir du 0,05% de rendement annualisé. Et ce qui est intéressant sur ce produit, c'est que tous les soirs, vous capitalisez un petit peu quand même des intérêts. Vous faites un petit peu travailler votre cash liquide. Après, le deuxième produit qui vient et pour lequel nos clients nous interrogent dans à peu près 80% des cas, c'est le compte à terme. Là aussi, en termes de sécurité, on est sur, c'est la banque qui vous garantit le cash à tout moment. Vous pouvez en sortir quand vous voulez. Il y a juste un préavis de 32 jours calendaire à respecter. Donc, ça reste un produit très liquide. Et la plupart de nos clients, quand même, sont capables de piloter leur trésorerie à plus d'un mois. Et ça permet en plus d'aller fixer des rémunérations sur le temps. Voilà, ce sont des comptes à terme qui peuvent durer 3 à 5 ans. Il faut les voir comme des durées maximum, non pas comme des durées obligatoires. Encore une fois, on peut sortir à tout moment un capital garanti avec des rémunérations connues à l'avance. Les rendements sont un peu meilleurs que ceux des comptes courants. Aujourd'hui, on arrive à avoir du 0,45% de taux annuel. Mais effectivement, liquidité et sécurité ont entre guillemets un coût. Les rendements ne sont pas extravagants. L'autre solution qui est intéressante, c'est le contrat de capitalisation, qui est une forme d'assurance vie éligible pour certaines personnes morales, avec notamment le fonds euro, qui est en fait l'actif général de l'assureur, qui va garantir là aussi l'assureur la liquidité et le capital à tout moment des fonds que vous placez dessus. Et là, les rendements sont un peu plus intéressants. L'an dernier, autour de 1,20. Bon, ils vont probablement baisser les prochaines années, mais ça permet de bénéficier en fait finalement du stock d'obligations et d'actifs que l'assureur a acquis dans le temps et qui continue de rémunérer. Voilà, l'assureur a pu acheter des obligations d'État qui rémunèrent beaucoup plus que 0%, peut-être quelques pourcents, et d'avoir en fait un produit qui aujourd'hui rémunère plus de 1% net. Alors évidemment, à chaque fois que l'assureur réinvestit, il réinvestit dans les conditions d'aujourd'hui, autour de 0%, ce qui va faire baisser la moyenne du rendement du fonds euro, mais ça reste très attractif par rapport au compte à terme. Voilà, en termes de rendement, c'est supérieur au compte à terme pour un risque vraiment équivalent. Le sujet étant que parfois les assureurs n'acceptent pas que vous mettiez tous les fonds sur le fonds euro. Et là, il faut trouver d'autres supports. Supports qui plaisent beaucoup aujourd'hui lorsqu'on a une trésorerie très stable sur laquelle on a une visibilité assez forte, c'est les fonds immobiliers. Alors, il y a les fonds immobiliers très classiques, les sociétés civiles de placement immobilier, ou dites SCPI, qui vont aller chercher des rendements de l'ordre de 6%. Schématiquement, aujourd'hui, on touche à peu près 4,5% de rendement locatif, plus 1,5% de revalorisation. Et là, on a une société de gestion qui va, en fait, à laquelle vous allez déléguer le placement. Elle va investir à votre place dans des actifs de type de bureaux, de commerce, de logement, etc. Ça vous permet, avec des montants faibles, de bénéficier en fait d'un investissement très diversifié sur des portefeuilles qui peuvent faire plusieurs milliards. Donc les rendements sont très intéressants. La sécurité est plutôt forte. On est sur de la pierre. Voilà, aujourd'hui, dans le contexte de taux très bas, on arrive effectivement à des rémunérations qui se maintiennent bien. Il y a un petit sujet sur lequel il faut être conscient, c'est la liquidité. Voilà, c'est la liquidité qui est liée à l'immobilier. Donc, il faut être vigilant. Si vous voulez vendre vos parts de SCPI, alors aujourd'hui, il y a une grande liquidité. Donc, il n'y a pas trop de difficultés lorsqu'on veut revendre ses parts de SCPI. Mais si jamais le marché devenait un peu plus compliqué, on pourrait se retrouver dans des situations où le cash ne reviendra pas tout de suite. Donc ça, c'est un point important à connaître. Et pour pallier à cela, les sociétés de gestion ont créé un produit un peu hybride qui s'appelle l'OPCI, qui est un organisme de placement collectif en immobilier. C'est comme les OPCVM, mais spécifiquement lié à l'immobilier. Là, on va être sur un produit qui investit majoritairement, comme la SCPI, sur de l'immobilier, de l'ordre de 70%, mais qui va aller sur les 30 autres pourcents chercher des actifs plus liquides pour offrir cette liquidité tous les 15 jours aux clients. Donc, on va investir notamment une partie sur de la trésorerie, à peu près 5%, pour permettre de gérer les flux entrants et sortants des clients. Et puis, on va aller chercher des actifs corrélés à l'immobilier, mais plus liquides, comme des actions de sociétés foncières, Nibail, Clépierre et autres, qui sont finalement revendables à tout moment. Ou alors des obligations de ces mêmes sociétés foncières. Alors évidemment, ça va donner une plus forte volatilité sur les performances, puisque les actions peuvent bouger un peu plus que le prix de l'immobilier. Mais globalement, on est sur un produit qui va tangenter vers les mêmes rendements que la SCPI, autour de 6%. Peut-être parfois plus dynamique, peut-être parfois un peu plus compliqué. Par exemple, l'an dernier, avec la baisse des marchés, effectivement, les OPCI ont moins bien performé que
que les années précédentes, mais en 2019, les performances étaient meilleures que celles des CPI. Sur un produit liquide, voilà, puisque tous les 15 jours, la société vous garantit un prix pour récupérer votre argent, avec une sécurité qui est encore une fois très très corrélée à celle de l'immobilier. Et puis pour ceux qui veulent vraiment aller chercher du dynamisme et des rendements plus intéressants, tout en restant dans un cadre mesuré, il y a beaucoup de produits structurés que proposent les banques. Par exemple les autocalls, où là on peut aller chercher des rémunérations de l'ordre de 10%. L'idée là, c'est d'essayer de prendre des paris sur la hausse des marchés avec des garde-fous. L'idée, c'est de se dire, est-ce que le CAC 40, par exemple, dans un an, va progresser? Et s'il a progressé, qu'il ait progressé de 1% ou de 100%, et ben à ce moment-là, je gagne mon pari, je suis remboursé et je touche des intérêts connus à l'avance qui peuvent aller de 6 à 10% en fonction, encore une fois, des paris qu'on accepte. Et puis, s'il n'est pas gagné, on continue d'année en année, on regarde l'année suivante et jusqu'à ce qu'on gagne le pari, ou alors jusqu'à une date maximale de maturité qui peut être de 10 à 12 ans, où là, on va regarder effectivement si le CAC 40 n'a jamais surperformé, n'a jamais été en territoire positif, on va regarder s'il n'a pas perdu plus d'un certain montant, de l'ordre de 40 à 50%. Si c'est le cas, vous êtes remboursé. S'il perd plus, là, vous êtes en risque. Mais finalement, sur 10 ans, la probabilité que le CAC 40 ou une action ou un autre indice n'ait jamais été en territoire positif ou perdre plus de 40% est assez faible. Ce sont des produits liquides puisque vous pouvez revendre ça à tout moment. Ce sont des produits dont les prix peuvent bouger beaucoup. Donc c'est une sécurité moindre, mais un dynamisme, un rendement évidemment plus intéressant. Donc voilà un petit tour d'horizon sur les placements. On a fini, Philippe et moi, la présentation. On a quelques questions qu'on va reprendre. Donc, il y a notamment Xavier Collin qui posait une question sur la partie Rocket Chart, Philippe, de savoir si Canto proposait une solution un peu similaire. Et moi, ça m'amène aussi à cette réflexion de me dire, est-ce que il y a des solutions sur le marché qui existent déjà comment se distingue en fait la solution Rocket Chart quels sont les points différents. Est-ce que tu peux répondre déjà à la question de Xavier et préciser aussi ce point-là? Bien sûr. Alors du coup, pour répondre à Xavier, donc Conto effectivement permet de définir des budgets pour ses équipes, notamment avec en plus un système poussé de cartes par équipe, il me semble, un peu comme Spendesk le fait déjà aujourd'hui, et donc c'est le cœur d'activité. En fait, la grosse différence, c'est que Conto n'est pas un outil de trésorerie, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir aller brancher déjà tes autres banques. Tout le monde n'a pas que un compte Conto. Généralement, il est recommandé d'avoir un compte Conto et avoir une banque un peu plus traditionnelle, notamment pour faire un emprunt, par exemple, parce que Conto ne permet pas encore de faire les emprunts, même s'ils sont en train d'y travailler. Donc, tu ne peux pas brancher, en gros, des banques traditionnelles dessus afin d'avoir ta vue consolidée de trésorerie. Et la deuxième chose, c'est que tu vas pas pouvoir brancher des outils, un outil de facturation, par exemple, pour aller importer directement tes factures. Et je suis pas sûr que tu peux, dans Conto, alors à vérifier, je suis pas sûr que tu puisses visualiser ton budget prévisionnel sur les mois à venir avec ta position de cash qui va en découler. Alors ça, je suis un peu moins sûr, faudra vérifier. Mais globalement, sur Conto, si tu as juste besoin de faire des budgets par équipe, c'est top, parce que leur solution permet de le faire. Et surtout, tu peux maîtriser tes budgets avec le système de cartes virtuelles qu'ils proposent. En revanche, si tu veux aller faire de la vraie gestion de trésorerie, là, il faudra un outil un peu plus poussé, je pense, que ce que propose Conto actuellement. Alors, c'est pas dit qu'ils le feront jamais, hein, mais ce sera plus poussé. Ensuite, pour répondre du coup à Thomas, ce que tu disais sur la concurrence, effectivement, il y a plusieurs acteurs. Donc, il y a un gros acteur sur la gestion de trésorerie qui a levé beaucoup d'argent récemment. La réponse là-dessus, en fait, c'est que ça dépend déjà du positionnement. Nous, on se situe plus sur les entreprises de moins de 20 salariés, c'est-à-dire que les tarifs qu'on propose déjà sont un peu plus adaptés que ce que peut proposer certains concurrents. Donc, encore une fois, ça va dépendre de vraiment du positionnement de la solution que vous benchmarkez et de voir si ça rentre dans votre budget prévisionnel et également de voir les intégrations qui sont disponibles. Est-ce que toutes les banques sont couvertes? Est-ce que les outils de facturation ou les ERP que vous avez envie d'intégrer sont disponibles? Là, ça dépend vraiment des solutions. Certaines sont spécifiques pour un outil en particulier. En l'occurrence, nous, on est plus axé vers celle-ci. En tout cas, on s'oriente plus vers celle-ci. Mais il y a vraiment un cahier des charges à définir là-dessus qui va vous permettre après de benchmarker l'outil qui va répondre le mieux à votre besoin. Et après, chaque solution, globalement, permet la même chose, synchronisation bancaire, catégorisation analytique, créer ses objectifs et ses budgets. Ensuite, là où ça va venir vraiment
se distinguer, c'est sur les intégrations et le budget du coup qui est défini. Je crois qu'il y avait une autre question du coup. Et une question sur le budget que représente l'outil. Sylvie parlait de l'IXO et Ouais. elle voulait savoir un peu quels étaient vos tarifs. Et Xavier, effectivement, posait la question sur le budget, effectivement. Yes. Du coup, on a effectivement du coup le tarif aujourd'hui de Rocketchart, donc on raisonne par nombre de banques connectées, et notre prix d'appel aujourd'hui est de 99 € par mois, sans engagement. C'est une offre sans engagement. C'est-à-dire que vous avez inclus 7 jours d'essai, évidemment, pour tester le produit, et qui est renouvelable si vous le souhaitez. On avait commencé initialement notre première tarification à 50 € par mois, qui était notre prix la première année. Et on est aujourd'hui en train de tester ce nouveau tarif pour voir le type de société, d'entreprise que ça nous amène. Donc, on est en train de tester ce nouveau positionnement tarifaire, pour être transparent avec vous. Voilà, donc du coup, pour répondre clairement, c'est démarrage à 99 € par mois sans engagement. Et avec l'engagement annuel, vous avez 2 mois offerts dans le tarif. Moi, j'avais une question pour toi, du coup, Thomas. Bien sûr. Donc, dans le cadre d'un placement SCPI, tu disais que du coup, les liquidités étaient bloquées. C'est juste combien de temps c'est bloqué? Parce que tu disais que ça dépend, je crois, des actions qui sont à revendre. Du coup, est-ce qu'il y a un. Est-ce qu'on est. Enfin, je sais pas, c'est quoi le temps de blocage des liquidités minimal Sur le PCI, c'est ça? La SCPI. Alors, la SCPI, en fait, la société de gestion organise l'achat et la vente des parts. Souvent, la plupart, sans rentrer dans les détails techniques, lorsqu'il y a des achats supplémentaires de parts, les sociétés de gestion vont créer des nouvelles parts tous les mois. Donc, tous les mois, elles vont faire un solde en fait du nombre de parts achetées et de parts vendues. Lorsqu'il y a plus de parts achetées, elle va créer des nouvelles parts, donc il n'y a pas de difficulté. Le prix est connu à l'avance. Tous les ans, hein, les sociétés de gestion font un prix de part. Et donc, elles vont faire ce netting. Donc, elles vont d'abord donner les parts vendues aux acheteurs. Et puis après, s'il faut, elles en créent plus. Si jamais il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, c'est là où le sujet de liquidité devient important à avoir en tête. Si c'est une part raisonnable, la société de gestion a un peu de trésorerie, elle peut faire face et racheter les parts qui sont vendues en plus. Si ça devient trop important, à ce moment-là, elle va mettre en attente. Il va falloir attendre d'avoir des acheteurs. Et c'est là où il faut être vigilant. C'est que parfois, si le marché se retourne et que les gens ne sont plus vendeurs qu'acheteurs, on peut se retrouver à attendre 1, 2, 3 mois avant de pouvoir vendre ça ou ces parts de SCPI. Et c'est pour ça que l'OPCI est intéressante, puisque la société de gestion, cette fois-ci, va calculer un prix tous les 15 jours sur lequel elle s'engage à racheter vos parts. Donc, si vous demandez à vendre vos parts le 13, le 15, vous vendrez vos parts au prix qui sera connu le 15. Et ça, c'est rendu possible parce que 20, 25, 30% des actifs sont investis sur des actifs liquides, monétaires, mais aussi actions ou obligations de sociétés foncières qui vont permettre de jouer sur tampon. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est plus intéressant l'OPCI si on est très sensible à la liquidité. Ouais, j'avais le sentiment, effectivement, en voyant ton tableau, que c'était l'OPCI qui semblait être un peu le meilleur placement. Enfin, d'après le tableau, quoi. Après, je pense que c'est propre à chacun, évidemment, et à ses besoins. Mais... Alors, ouais, aujourd'hui, nous, on a beaucoup de clients qui, avec la baisse des rendements des comptes à terme, et qui finalement ont quand même une trésorerie qui est assez stable. Beaucoup de clients font des comptes à terme et renouvellent leur compte à terme tous les 3 à 5 ans et se disent, dans le fond, il y a une partie du cash où je sais que je vais renouveler dans 3 ans quasiment de façon certaine, et vont vers des produits du type OPCI parce que finalement, on arrive à avoir des rendements très attractifs et une liquidité. Et surtout, il n'y a pas de date de maturité à l'OPCI. Vous restez dans ce produit-là, vous pouvez rester 1 an, 2 ans, 10 ans. L'horizon que l'AMF recommande est plutôt de 8 ans. Mais finalement, dès 2-3 ans, on arrive très vite à avoir des rendements très attractifs et rester liquide assez facilement. Voilà. Donc, c'est vraiment un produit qui prend le relais du compte à terme aujourd'hui. Ok, intéressant du coup. Et du coup, si nous, avec Rocketchart, on décidait de placer une partie de notre réseau, c'est quoi la première étape?
du coup? La première étape, c'est de faire un point avec un commercial et essayer effectivement de regarder dans RocketChat peut-être quel est ton plan de trésorerie pour voir un peu quelle est la partie fond de cuve que tu as ou quelle est la partie très liquide que tu veux. Et derrière, effectivement, nous, on va regarder avec toi quels sont les produits et on va dire, bon, cette partie très liquide, on va faire du compte à terme. Par contre, ce fond de cuve, là, on va aller, en fonction du risque que tu es prêt à accepter, chercher les bons produits. Puis nous, on va t'accompagner pour essayer de trouver la meilleure banque, la meilleure société de gestion en fonction de tes contraintes aussi, de ce que tu cherches comme solution pour t'accompagner dans la mise en place de l'opération. Voilà, Ouais, ça c'est simple. Sachant qu'en plus, nous, on est rémunéré par les banques de façon très transparente et que ça reste un service gratuit. ouais, très clair. Du coup, en gros, en fait, vous accompagnez en mode consulting, en mode conseil, vraiment la personne pour trouver le truc le plus intéressant par rapport à son besoin. Oui, et puis on accompagne les dirigeants et les DAF et qui parfois ont des problématiques différentes. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser à quelque chose. C'est aujourd'hui, ton outil est un outil financier de trésorerie, donc plutôt à destination des DAF, mais j'ai quand même l'impression que c'est plutôt les dirigeants qui vont mettre le nez dedans parce que lorsqu'ils veulent investir ou avoir se projeter sur les mois, sur la fin de l'année ou sur l'année suivante, en gros, qui utilise le plus ton outil? Plutôt les dirigeants ou plutôt les DAF? Yes, effectivement, on a aujourd'hui en majorité à 90%, ce sont directement les dirigeants d'entreprise qui utilisent notre outil. C'est une bonne question, effectivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour un directeur financier, l'outil devra être certainement beaucoup plus poussé. Il va y avoir beaucoup plus de fonctionnalités qu'il faudra proposer. Alors que aujourd'hui, nous, on a vocation à garder l'outil le plus simple possible, qui soit vraiment facile à prendre en main et à utiliser. Et donc, aujourd'hui, là, c'est principalement les dirigeants d'entreprise qui nous utilisent directement parce qu'ils ont directement l'information qui est accessible, quitte à ce que s'ils ont un responsable financier, globalement, ils prépareraient le travail pour que le dirigeant puisse après aller sur RocketChart voir visuellement ce qui va se passer. Donc, majoritairement les dirigeants d'entreprise qui ont besoin d'une simplicité et vraiment quelque chose qui soit disponible immédiatement avec peu de paramétrage et facile à prendre en main et à utiliser. Et du coup, là, comme il y a pas mal de questions, notamment sur l'offre commerciale, Ouais. On s'inscrit en ligne, il y a une offre d'abonnement, enfin de bienvenue, c'est ça? Ouais, tout à fait. Du coup, ouais, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez vous inscrire en ligne de manière complètement autonome. Vous avez 7 jours d'essai pour tester RocketChart, vérifier que ça répond à votre besoin, commencer à faire joujou en connectant votre banque pour voir vraiment vos données qui vous sont propres. Et pendant cette période-là, on vous accompagne également, si vous le souhaitez, à la prise en main de l'outil, au paramétrage. Donc, il y a un support qui est dédié afin d'accompagner nos clients et nos utilisateurs qui sont en période d'essai pour qu'ils puissent tirer toute la valeur du produit. Donc, c'est en résumé création de compte de manière complètement autonome, offre d'essai pendant 7 jours qui peut être reconditionnée et accompagnement lors de l'onboarding afin de vous aider à tirer toute la valeur du produit. Je vois qu'il y avait une question. Disposez-vous d'une version type marque blanche pour les prestataires? Je suis DAF à temps partagé et la solution proposée à mes clients. Ok. Alors du coup, on ne dispose pas de marque blanche pour le moment. On a effectivement 2 DAF à temps partagé qui utilisent RocketChart et qui l'ont mis en place chez chacun d'ailleurs 2 de leurs clients parce que ça répondait à leurs besoins. Donc on a et ça n'a pas posé problème d'avoir la marque blanche. Donc c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble. Du coup, Jean-Pascal, si vous voulez, je pourrais vous envoyer un mail afin qu'on en discute. Et puis si TurboPilot du coup convient pas, vous m'expliquerez pourquoi et voir si RocketChart peut mieux y répondre. Donc pas de marque blanche. En revanche, on travaille bien avec des DAF à temps partagé, qui d'ailleurs nous aident un peu à construire le produit effectivement et à l'améliorer. Bon, écoutez, super. En tout cas, on a dépassé un petit peu. Il y avait des questions, c'était intéressant. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous. Philippe et moi, on reste évidemment disponibles pour échanger avec vous par mail, au téléphone, pour répondre à vos autres questions. On vous remercie encore une fois. Comme je le disais, le webinaire a été enregistré. On va vous envoyer par mail le lien. Il y avait une question sur la présentation. On vous l'enverra aussi, si ça va, Philippe. Oui, bien sûr.
Voilà. Et donc, encore une fois, merci à tous. Bon appétit et au plaisir de rééchanger prochainement. Yes, un Merci plaisir. Philippe. Et merci à tous. Merci Thomas. Et merci d'être venus tous. À Au revoir. bientôt. À Merci. bientôt.